Bon, au niveau du gouvernement, bien entendu, nous, on a mené on a mené des actions volontaristes vis-à-vis du changement climatique. Plusieurs stratégies ont été réalisées, sectorielles en matière d'adaptation. Donc, plusieurs secteurs ont été concernés par ces stratégies et dont le secteur privé a participé. Donc, le secteur privé, il a participé donc à l'élaboration de ces stratégies. Je parle stratégie sectorielle, par exemple, le tourisme et changement climatique, l'adaptation de l'agriculture des écosystèmes face au changement climatique, aussi l'élévation accélérée du niveau de la mer, etc., etc., santé et changement climatique. Donc, le secteur privé, je trouve qu'il est conscient de la problématique du changement climatique. Et également, donc, il a contribué à l'élaboration de la stratégie nationale changement climatique en se basant sur ces stratégies. Et enfin, donc, tout cela a alimenté notre contribution déterminée au niveau national, où Mme Rauda a présenté l'objectif étant de réduire donc, notre intensité carbone de 41%, 13% sur le budget de l'État. Donc, budget de l'État, et il y a donc, les 28% restants, c'est à travers l'accès à des financements étrangers. Donc justement là, le secteur privé doit saisir les opportunités qui s'offrent à l'échelle internationale pour donc financer des projets en relation avec le changement climatique, puisque là, j'ai parlé du Fonds vert pour le climat, mais il y a beaucoup d'opportunités qui s'offrent. Hein. Il y a les fonds dont j'ai parlé, le fonds d'adaptation, le Climate Infrastructure Fund, de REDD+, tout ce qui est restauration et forestation, si ça concerne le secteur forestier plus particulièrement. Donc, le projet Readiness, bon, là, on a des activités au niveau du Readiness 1 pour la finance climat, je parle maintenant, en relation pour impliquer le secteur privé avec le JCF. En fait, il y a d'autres activités qui vont. Donc, on va enchaîner sur d'autres activités lors de Readiness 2. J'ai parlé qu'on a maintenant un accord de principe pour enchaîner sur d'autres activités en faveur du secteur privé pour donc, les amener à soumettre des projets ou des concept notes en relation avec les changements climatiques. Bien entendu, nous, on va les appuyer au fur et à mesure de l'avancement de leur idée de projet, du stade donc concept note jusqu'à stade requête financière et même après. Parce qu'après, il y a aussi tout ce qui est les arrangements contractuels. Ça prend beaucoup de temps. Il y a lieu que l'autorité nationale désignée intervienne pour un peu faciliter l'accord du projet et le démarrage effectif donc, de la mise en œuvre du projet. Et nous, même après, on est amené de suivre les projets. Et la mise en œuvre des projets, parce que là, je n'ai pas parlé de ça, on est en train aussi de mettre en place un système MRV, Monitoring, Reporting, Verification. C'est un système de rapportage sur l'utilisation des fonds, sur le bon usage du fonds, parce que nous, on doit communiquer aussi avec le fonds sur l'usage du fonds, que ce fonds doit être utilisé, c'est-à-dire dans le bon sens, quoi. Donc voilà. Donc le chemin est bien tracé et la conscience est là, c'est ce que vous avez dit. Donc le secteur privé, en contribuant à l'élaboration des études et des stratégies, est bien conscient des enjeux. Et donc là, l'appui va venir de Readiness et pour effectivement présenter des projets assez rapidement. Mais je pose la question sur l'AND. Est-ce qu'il y a un délai au gouvernement tunisien d'établir l'AND, l'autorité nationale Maintenant, les 23 membres de l'AND sont déjà désignés d'une manière officielle. Là, on va travailler maintenant sur la formalisation. Bon, est-ce qu'il faut une loi, il faut un décret, il faut quoi? Peut-être un arrêté de Monsieur le Ministre est suffisant, sinon on va, c'est-à-dire, présenter donc, les membres de l'AND d'une manière officielle. Non, ça va paraître dans le jour, c'est-à-dire à travers la CNI. C'est une entité très importante, l'accès au fonds est conditionné par cette entité-là, puisque soit directement les projets sont soumis à travers cette non-objection qu'elle fournit, et même les entités accréditées doivent avoir la non-objection. Donc c'est une structure extrêmement importante pour l'accès au financement. Donc je me pose la question sur les projets régionaux qu'a présenté Madame.
et étant donné qu'effectivement la Tunisie est partenaire d'un programme régional, et il n'y a pas l'autorité nationale qui devrait normalement donner son non-objection, comment effectivement ce projet a pu être financé? Enfin, voilà, est-ce que c'est une structure régionale qui a piloté le processus? La question est à vous, madame. Comme vous avez vu, ce projet il a été, l'entité accréditée de ce projet, c'est la BED, c'est la Banque européenne pour la reconstruction et le développement. Et donc, c'est cette banque qui a été le vis-à-vis avec le GCF pour chapeauter le financement de ces petits projets, 23 000, qui sont des petits projets et donc ne sont pas éligibles au fonds, mais les collecter ensemble dans le cadre de encouragement et facilitation de financement pour une énergie durable. Et c'est cette banque européenne, là où elle est sise, elle a donc, c'est un appel à projet qui va être collecté et elle a été l'entité accréditée vis-à-vis du GCF pour ce projet-là, qui devient un projet grand, et qui dure 15 ans, à risque moyen, mais qui va profiter à un panel de pays dans la Tunisie. Je suis d'accord, mais j'avais cru comprendre que l'unité d'accréditation, peu importe la BERD ou la AIWAHDA, doit avoir la non-objection de réalisation des projets. Je ne sais pas si elle doit l'avoir par pays ou elle a par une structure pour accéder au financement. Donc il y a cette entité nationale qui est le corollaire. Sans elle, on ne peut pas accéder au fonds. Ce projet-là a pu bénéficier. Qui a donné la non-objection? C'est un accès direct. Direct? Ok. Un accès direct. D'accord, merci. Voilà, donc l'OSS, je reviens à notre collègue de l'OSS, Evelyne. Est-ce que vous pourrez nous dire effectivement la motivation de l'OSS pour accéder donc à cette initiative d'accréditation de votre organisation? Et aujourd'hui, est-ce que vous pouvez aussi nous dire rapidement, je sais que vous n'êtes pas accrédité pour le secteur privé, j'ai compris qu'il faut des structures spécifiques secteur privé, mais est-ce que par rapport à votre expérience, il y a un retour d'expérience, il y a des recommandations que vous pouvez présenter à l'assistance pour éventuellement, je pense qu'il y a des banques qui peut-être souhaiteraient être accréditées secteur privé. Oui, merci madame. En fait, je fais juste une petite rétrospective, c'est-à-dire qu'avant, nous, on avait des rapports très privilégiés avec des agences bilatérales, donc pour financer des projets. Parce que les pays du Nord, ils ont l'obligation d'avoir une aide au développement de 1%, je pense, de leur budget. Et on avait donc un projet qui tenait très bon avec les Suisses. À un certain moment, donc, on voulait avoir une deuxième phase. Ils nous ont dit que notre argent qui était destiné à l'OSS, il faut aller la chercher au niveau du Fonds vert climat. Ça veut dire que tout le monde est en train de mettre dans la cagnotte du Fonds vert, parce que apparemment maintenant c'est le plus grand, mais il y a le Fonds pour l'adaptation, il y a des autres fonds. Et donc il devient incontournable pour justement pour financer des projets. Donc l'OSS, nous on est accrédité Fonds pour l'adaptation depuis 2013 et Fonds vert climat depuis 2017. Comme vous l'avez souligné, c'est-à-dire nous, notre gabarit n'est pas très grand, donc c'est des projets, micro-projets. Donc la borne supérieure, elle est de 10 millions de dollars pour des risques moyens et faibles. Donc voilà. Maintenant, pour rejoindre un peu ce qu'a dit tout à l'heure mon ami Chokri, c'est-à-dire que le privé, pour l'instant, il n'est pas encore très sensibilisé. Au Sénégal, ils ont une agence accréditée, donc la Tunisie, j'espère qu'avec l'APA, c'est ça, non? La CDC. Donc j'espère que ça va se faire très prochainement. Mais c'est une opportunité, le Fonds vert. Donc ils ont du budget. Le retour d'expérience aussi, ce que nous avons remarqué, c'est que les pays anglophones, c'est pas qu'ils sont plus avantagés, mais c'est eux qui profitent le plus du Fonds vert climat, parce qu'ils ont cet accès facile à la langue. Parce que c'est un peu très compliqué, enfin, c'est un peu compliqué de remplir les templates, les notes conceptuelles. Et parfois, même le Fonds vert, il nous demande d'avoir un native speaker, c'est-à-dire qu'il ne faut pas faire de la traduction pour qu'eux, ils puissent évaluer les propositions de projet. Mais le Fonds vert climat, donc c'est une opportunité pour les pays en développement, donc je pense aussi la Tunisie. Il faut être agressif, il faut faire des concept notes, il faut aller chercher des financements comme le font d'autres pays, surtout l'Asie mineure et l'Asie, et l'Afrique australe aussi. Donc ils sont très agressifs et je pense qu'il faut aller de l'avant.
Une question par rapport à d'autres structures accréditées en Tunisie. On a vu que des banques, des structures financières multinationales sont là. Elles sont également accréditées par le Fonds vert. Donc est-ce qu'il y a une forme de compétition entre vous? Vous avez parlé de 2 ou 3 projets tunisiens, mais est-ce qu'effectivement les autres structures en reçoivent? Ou est-ce qu'effectivement c'est tout ce que la Tunisie présente et l'OSS? Non, je pense qu'il y a d'autres projets parce que la démarcation se fait au niveau de la taille du projet. Parce qu'il y a certaines institutions qui voudraient avoir des projets à plus de 250 millions de dollars et donc ils vont s'attaquer à de gros mastodontes. C'est la BAD, c'est la Banque mondiale, c'est eux qui ont cette possibilité de gérer ce... Mais pour les petits projets jusqu'à 10 millions, c'est l'OSS, donc... mais il y a à boire à manger pour tout le monde. D'accord. Donc ça justifie effectivement ma question. Donc je vais passer à la CDC. Ma question, c'est également effectivement quels sont les enjeux posés aujourd'hui pour que vous ayez décidé donc de vous lancer dans cette initiative d'accréditation. Parce que, comme a dit Sybille, donc il y a beaucoup à faire, il y a encore besoin par rapport justement au nombre de structures accréditées FITOUNS. La Tunisie, c'est un petit pays, le marché est petit. Pourquoi avoir autant de structures accréditées, malgré que moi je suis nationaliste, comme on dit, et j'aimerais effectivement trouver sur la liste des structures nationales, étatiques qui sont accréditées. Donc, est-ce que vraiment la Tunisie a besoin encore de structures accréditées? Merci Madame Gellat. Je commencerai peut-être par présenter un tout petit peu la Caisse des dépôts et consignations, qui est une institution donc relativement jeune, puisqu'elle a été créée en 2011. Et pour cela, j'ai ramené avec moi une petite vidéo que j'aimerais bien projeter. Et par la suite, je vais répondre donc volontiers à votre question. Je pense qu'avoir plusieurs entités accréditées au niveau national ne serait pas une mauvaise chose, au contraire, parce que les accréditations ne sont pas les mêmes. Par exemple, pour la Caisse des dépôts et consignations, on va être accrédité pour une certaine catégorie de projets, donc de point de vue taille et de point de vue risque, mais aussi en matière de mode d'intervention. Parce que nous, on est une entité, donc une institution financière qui ne donne pas de crédit, qui ne donne pas de dette, mais plutôt on est investisseur en capital. Donc on fait de l'equity et du private, et du quasi-equity. Donc avoir par exemple la CDC accréditée et une autre banque privée accréditée va permettre de mettre en commun des fonds mobilisés du fonds vert, donc aussi bien en equity qu'en bas de bilan, chose qui peut être pertinente pour un projet. Aussi, pour la Caisse des dépôts et consignations, je me permets de dire qu'elle a un positionnement bien particulier pour la finance climat, parce que ce n'est pas une entité, disons, sectorielle qui opère dans un secteur particulier, mais c'est une entité qui va permettre un financement qui toucherait tous les secteurs d'activité dont a parlé tout à l'heure tous les collègues, donc les secteurs qui ont été inscrits au niveau de la CDN tunisienne. La Caisse des dépôts et consignations CDC était l'investisseur public de long terme, créé en 2011 pour appuyer les politiques de l'État. Son modèle économique unique permet de sécuriser et de fructifier l'épargne postale et les dépôts légaux d'une manière responsable. Comment? Par sa doctrine d'investissement et ses principes d'intervention. D'abord, investir sur le long terme. Investir sous forme de fonds propres, investir minoritairement, investir dans des projets économiquement viables, investir dans les régions, tout en respectant les règles du marché et de la concurrence. Les principales missions de la CDC: financer, appuyer et dynamiser. Financer les grands projets structurants à caractère stratégique, principalement dans les régions, et ce, dans le cadre de l'initiative publique, l'initiative privée et le partenariat public-privé. Appuyer les PME innovantes, porteuses de valeur ajoutée et créatrices d'emplois via la contribution au financement des fonds d'investissement et la gestion des lignes mobilisées à cet effet.
dynamiser le marché financier en apportant de la profondeur et de la stabilité par la prise de participation dans des FCP institutionnels, les placements garantis par l'État, ainsi que les différentes catégories de bons de trésor. Actuellement, les priorités de la CDC sont de contribuer au développement régional, d'accompagner la transition énergétique et écologique et de soutenir la transition numérique et technologique de notre pays, selon le modèle partenariat public-privé. L'engagement, la confiance et l'innovation sont des valeurs qui guident la CDC dans ses actions au quotidien. La CDC est le partenaire de confiance pour le développement économique et social de la Tunisie. CDC, l'investisseur. Donc voilà, une petite idée sur la CDC et ce qu'on fait. Donc je reviens à la question de l'accréditation de la CDC au Fonds vert pour le climat. Donc je redis que nous cherchons à être accrédités pour une catégorie bien précise de projets. Donc les projets pour lesquels nous voulons être accrédités sont de taille petite, moyenne, jusqu'à moyenne. Si je peux avoir pour pouvoir dérouler le slide. Excusez-moi. Voilà. Excusez-moi. Excusez-moi. Donc voilà. Donc pour l'accréditation de la CDC au Fonds vert pour le climat, donc comme l'a exposé tout à l'heure Choukri, donc pour les fonctions fiduciaires, on est sur des exigences fiduciaires basiques et on est un opérateur qui va donc financer des projets en equity, donc en fonds propres. Pour la taille des projets, donc on vise des projets de très petite taille, des petits projets et des moyens. Et pour la catégorie de risque, ça va être la catégorie donc B, risque moyen. Donc comme je l'ai dit tout à l'heure, donc le Fonds vert pour le climat, pour la CDC, va être une ressource supplémentaire des ressources de la caisse. C'est-à-dire lorsqu'on met en commun aussi bien les ressources de la caisse des dépôts et les fonds qui vont provenir du Clean Climate Fund, va, à notre sens, donc fédérer plusieurs types de financement qui vont permettre un effet de levier et qui vont permettre de financer donc les projets en matière de changement climatique préconisés donc aussi bien pour les mesures d'atténuation que d'adaptation. Donc, pourquoi plusieurs entités accréditées au niveau de la Tunisie ne serait-il pas une mauvaise chose? Comme je l'ai dit tout à l'heure, donc, chacun va opérer, la CDC par exemple va opérer en equity, d'autres banques vont opérer en dette, etc. D'autres peut-être sous forme de dons. Et là, on a l'exemple de plusieurs pays, par exemple au niveau du Maroc, on a 2 entités accréditées, dont une filiale de la CDG marocaine, qui est donc une caisse consoeur de la CDC. L'autre chose, donc la CDC opère de manière multisectorielle, c'est-à-dire on peut avoir dans notre portefeuille des projets aussi bien d'énergie renouvelable, des projets d'adaptation dans le domaine de l'eau, le littoral, les déchets, etc. Et non pas des projets bien spécifiques pour un secteur particulier, comme par exemple peut-être nos collègues à l'APIA vont cibler des projets bien particuliers liés à l'agriculture. Donc voilà, donc la diversité des entités me semble opportune pour la Tunisie et non pas donc ça ne va pas donc créer une concurrence. Au contraire, ça va être très complémentaire et ne fera que du bien pour la Tunisie dans sa transition écologique et énergétique. Mais quand vous dites qu'effectivement ça nous permet de diversifier nos sources de financement pour les projets que nous avons à financer, vous parlez des projets eux-mêmes, donc dans le financement est requis auprès du Fonds vert. Mais en tant que structure accréditée, je pense, je ne suis pas sûre, que vous avez des fonds aussi de gestion
par rapport justement à l'implémentation des projets, à l'évaluation, au suivi, à la supervision, c'est ça aussi. Mais donc ça veut dire qu'effectivement des compétences au niveau de la CDC devraient être requises pour aller justement suivre ces projets mis en œuvre et qui seraient justement de différentes natures. Donc toute la charge connaissance et compétences doit être aussi développée au niveau de la CDC. Est-ce que c'est ça? Exactement, madame. Bon, je précise quelque chose, c'est qu'on n'est pas une entité accréditée, on est une entité qui est en cours d'accréditation. Oui, mais vous ciblez voilà, l'accréditation. exactement. Voilà. Donc, déjà, pour l'accréditation, toute une équipe a été mobilisée pour préparer cette accréditation. Lorsque je dis elle a été préparée, c'est-à-dire en matière de veille. Déjà, on est une équipe qui est en train de suivre l'évolution du marché en matière de changement climatique, en matière d'orientation de l'État, c'est-à-dire lorsqu'il y a des ateliers, des réunions importantes en matière d'élaboration de stratégie nationale, de communication nationale, de country programme, etc. Donc, on est là pour suivre et prendre part et voir où la CDC peut contribuer. Déjà, ça d'une, on est très bien informé. La deuxième chose, c'est que les différentes équipes au niveau de la caisse, on a le savoir-faire financier. On ne prétend pas avoir le savoir-faire technique. On a une connaissance technique, donc on a dans le domaine de l'énergie, dans le domaine donc de la technologie aussi, que je pense qu'elle est en étroit lien avec les projets qui peuvent faire avancer la Tunisie pour trouver des solutions d'adaptation ou même d'atténuation. Donc on a des connaissances, mais on est là aussi pour être partenaire avec les entités donc techniques, l'ANME, les ministères, les différents ministères, donc l'ANGED, etc., pour mettre à contribution notre connaissance en matière donc, de financement des projets et de montage financier, et avoir cette connaissance complémentaire des différentes entités nationales, et aussi le secteur privé qui va être porteur peut-être de projets qui va répondre aux besoins nationaux